Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux malgré les incidents de séance à noter récemment. Monsieur le Premier Président, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre d'un rapport que la Cour des comptes a rendu en séance publique le 13 mars dernier sur un sujet qui tient à cœur notre commission, qui est le sujet de l'adaptation au changement climatique. Un rapport très intéressant qui met en avant la nécessité d'une mobilisation forte de la communauté internationale, du moins augmenter ces actions à l'échelle internationale, notamment dans le respect des accords de Paris. Deux grandes réflexions dans le cadre de ce rapport qui permettent de répondre aux enjeux de l'adaptation des politiques publiques, à la fois un besoin de transparence beaucoup plus fort, mais aussi une nécessité de cohérence au regard de l'action menée par la France, notamment en matière de transition écologique. Naturellement, il se pose une question qui est claire. Quelle est, selon vous, les actions qui pourraient être engagées dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique proposé par le gouvernement dans quelques semaines, du moins nous l'espérons, pour répondre à ce besoin à la fois de transparence, mais aussi à cette nécessité de cohérence. Dans ce rapport, à juste titre aussi, on parle de gouvernance et en particulier de coordination des interventions des entités du bloc communal. Il est important de souligner le rôle des collectivités territoriales. Comment vous voyez cette coordination et la place de l'État en respectant bien entendu un principe fort de libre administration des collectivités territoriales. Et puis enfin, le sujet du financement, un sujet essentiel. Deux points dans le rapport: un mécanisme de solidarité financière nécessaire pour financer cette adaptation, mais aussi la nécessaire organisation, création d'un fonds d'aide à la recomposition du littoral auquel les collectivités, mais aussi des entreprises, l'État pourrait contribuer. Des estimations, on parle, si on regarde les estimations de I4C, de 2,3 milliards d'euros par an. Pouvez-vous nous faire état du fonctionnement de ce fonds d'aide et comment est-ce qu'il pourrait être abondé? Voilà quelques questions qui se posent. Une nouvelle fois, un grand merci de votre réactivité, puisque, je le rappelle, ce rapport a été présenté le 13 mars dernier et au 28 mai, vous êtes devant notre commission. Donc, au regard de votre agenda, il me semble important de saluer votre réactivité et votre action. Je vous laisse la parole, Monsieur le Premier Président, et puis, comme vous le voyez, nous avons d'ores et déjà un certain nombre d'orateurs de groupe qui vous questionneront sur ce rapport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On aurait pu être beaucoup plus réactif encore si vous nous aviez sollicité plus tôt. En général, je suis à la disposition du Parlement sans attendre 2 mois. Je tiens à le préciser. C'est de l'ordre de quelques jours à la semaine. Mais bon, je suis très heureux d'être devant vous pour présenter le rapport public annuel. Alors, vous me demandez de le faire en 10 minutes, ce qui est absolument impossible. Donc, je vais couper à la serpe et aller à quelques conclusions. D'abord, quelques mots d'introduction pour dire à quel point je suis ravi d'être devant votre commission. Je crois que c'est une première. Je vais très souvent devant la commission des finances, assez souvent devant la commission des affaires sociales, puisqu'elles ont sur nous un droit de tirage et nous leur donnons une dizaine de rapports par an à la demande des commissions. C'est notre mission prévue par la Constitution. Mais c'est vrai que cette année, nous avons fait un choix tout à fait différent de l'habitude. Depuis que je suis Premier Président, depuis 2021, le rapport public n'est plus une espèce de best-of, c'est un rapport public thématique. Et nous avons choisi cette année de nous concentrer sur ce thème de l'adaptation au changement climatique, ce qui marque une volonté, j'ai l'air politique, de ma part, en tant que Premier Président de la Cour des comptes, d'écologiser la Cour des comptes. Et nous ferons de plus en plus de rapports qui sont consacrés à ces matières. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous définir l'adaptation au changement climatique. C'est l'ensemble des mesures qu'il faut et qu'il faudra prendre aujourd'hui et dans les décennies à venir pour continuer à vivre de façon supportable dans un climat qui aura profondément changé. Et ça se distingue de l'autre volet ou l'autre volant qui est l'atténuation, qui consiste à limiter le changement climatique lui-même. Mais la hausse des températures est déjà à l'œuvre, nous le voyons. Nous vivons chaque année des années qui sont parmi les plus chaudes du siècle. C'est un phénomène irréversible. Et nous pourrions être confrontés, c'est ce qu'envisage, je crois, le PNACC 3, à une hausse de 4 degrés à la fin du siècle. Ce n'est pas à nous de
d'apprécier le réalisme de cette évaluation. Disons qu'il vaut mieux en la matière être prudent et ensuite avoir de bonnes surprises plutôt que de faire l'inverse. Donc ça me paraît une bonne base de raisonnement. Nous avons choisi de nous baser non pas sur l'atténuation, c'est-à-dire sur la manière de diminuer les gaz à effet de serre, mais plutôt sur l'adaptation, parce que ça impacte notre quotidien et ça pose de très nombreux défis à l'action publique qu'elle concerne au premier chef. Nous avons pris le prisme non pas d'une approche macro, d'une approche globale. Il n'y a pas dans notre chiffre, dans notre rapport, le chiffre qui tue. Voilà, ça coûte tant, ça représente tant. D'abord parce que les données ne sont pas disponibles. Je vais y revenir et c'est un problème. Et ensuite parce que c'est une donnée assez mouvante. Vous avez évoqué 2,3, 3 milliards. Ce sont des chiffres qui sont évoqués par différents rapports, notamment le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. Nous les prenons comme assez réalistes en vérité. Nous avons choisi de faire en fait 16 chapitres thématiques issus de travaux qui ont été réalisés conjointement, je tiens à le dire, par la Cour des comptes, mais aussi par nos chambres régionales des comptes, parce que nous avons tenu, vous parliez des collectivités locales, à la territorialisation et avoir une approche qui soit résolument transversale. Ce qui d'ailleurs correspond aussi à une réalité qui est que au niveau national, le plan national d'adaptation au changement climatique ou le PNACC est complété par des stratégies sectorielles. La préparation du troisième PNACC a débuté en 2022. Sa publication est annoncée pour, je crois, septembre 2024. Vous disiez que vous l'espériez, nous aussi, parce qu'il est temps, au fond. Et sa rédaction s'inscrit dans un contexte qui était profondément renouvelé, puisque le ministre de la Transition écologique, je l'ai dit, a appelé à se préparer à un scénario de réchauffement du climat de 4 degrés à la fin du siècle, ce qui nous paraît être le dernier défi. C'est, je l'ai dit, l'absence d'un chiffrage exhaustif et cohérent. Il n'est pas possible de le réaliser en l'état. L'Institut de l'économie pour le climat, I4CE, a évalué en effet le coût de 18 mesures prioritaires, mais pas exhaustives, à 2,3 milliards d'euros. C'est le chiffre que vous avez donné. Le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz est plutôt sur 3 milliards, avec quelques prudences méthodologiques, mais il faut réfléchir aussi secteur par secteur et ajouter les actions des collectivités territoriales. Et donc nous n'avons pas prétendu avoir cette approche-là, mais nous avons voulu faire un panorama objectif et transversal de l'adaptation au changement climatique en France, avec plusieurs angles d'attaque, 3 catégories en fait. D'abord des effets sur les secteurs transversaux, comme le financement de l'économie, qui irrigue l'ensemble des activités des secteurs. En deuxième lieu, un impact sur les grandes infrastructures, les équipements, les villes, plus généralement l'habitat, en d'autres termes, tout ce qui a été construit par l'homme. Et puis enfin, le troisième type d'impact du changement climatique porte sur l'environnement physique et biologique, en un mot, la nature, et sur les personnes. Voilà nos 3 approches qui se répartissent en 16 thèmes. Nous avons d'abord 3 thèmes de portée transversale, sur la place et le rôle de la recherche publique dans l'adaptation au changement climatique, sur les institutions financières et bancaires, sur l'Agence française de développement et l'adaptation des pays en développement. Une deuxième partie regroupe les enquêtes relatives aux effets du changement climatique sur le cadre de vie français et sur les grandes infrastructures. Ça concerne l'adaptation des logements, sujet évidemment tout à fait fondamental. Ça concerne l'adaptation des villes au changement climatique, la prise en compte de l'adaptation de la politique immobilière de l'État. Je veux dire d'ailleurs un mot là-dessus. Ensuite, je pourrais développer, bien sûr, en réponse à vos questions, mais il apparaît que la stratégie immobilière de l'État n'a pas encore pris en compte l'adaptation. En fait, la priorité a été accordée à l'atténuation. Il y a sur 300 000 bâtiments, 100 000 sur lesquels aucun bilan, en réalité, n'a été fait. Nous avons un chapitre sur l'adaptation des centrales nucléaires et des ouvrages hydroélectriques, sur l'adaptation des réseaux de transport et de distribution d'électricité, et enfin sur l'adaptation des voies ferrées au changement climatique, enjeu majeur pour le quotidien des Français, quand on sait que les intempéries sont à l'origine de 20% des minutes perdues imputables au réseau, et qu'à l'horizon 2100, les événements météorologiques pourraient coûter 8 à 11 fois plus de retard. La troisième catégorie, je vous l'ai dit, c'est l'environnement naturel et l'impact, c'est la gestion de la forêt, c'est la prévention des catastrophes naturelles dans les territoires ultramarins. Un chapitre concerne le trait de côte, alors c'est la séparation entre la mer et la terre. Il y a des dizaines de milliards d'euros qui sont menacés d'ici 2050. Or, on connaît mal le risque
et son intégration dans les politiques d'aménagement est très hétérogène. Nous avons un chapitre consacré à l'adaptation des cultures céréalières, et enfin un chapitre qui a fait un peu de bruit, je le sais, peut-être y a-t-il parmi vous des élus de montagne, qui concernait les stations de montagne face au changement climatique. Nous avons même publié un rapport particulier, tant ce rapport a été impactant. Alors je sais qu'il a provoqué des débats, des critiques, je les comprends, et je pense qu'il faut réfléchir, et ça c'est une réflexion générale, à la fois à l'adaptation au changement climatique, mais aussi aux impacts économiques, il ne faut pas les négliger. Néanmoins, il serait irréaliste de ne pas voir ce qu'il y a de sérieux dans ce rapport, à savoir qu'en 2050, bien sûr, l'économie même des stations de montagne risque d'être bouleversée, tout simplement parce que nous voyons à l'œil nu, c'est-à-dire l'attrition de l'enneigement et la fonte des glaciers. Enfin, je suis d'une génération plus ancienne que tous ceux qui sont ici. Il n'est pas la peine d'être météorologue pour voir de quoi il s'agit quand même et pour imaginer ces impacts. Le rapport en dit un peu plus que ces généralités. Une fois que j'ai dit ça, au fond, je veux vous insister dans la fin de mon intervention sur les leçons que nous tirons. La première, c'est qu'il faut mieux connaître les effets du changement climatique, les risques auxquels nous devons nous adapter et leur ampleur. La prise de conscience de l'urgence de l'adaptation est bien réelle, mais elle est très hétérogène selon les secteurs. Pour certains domaines et acteurs comme les gestionnaires de réseau, en fait, ça date des tempêtes de 1999. Pour d'autres domaines comme le logement, c'est une priorité plus récente et même totalement absente ou inopérante pour l'immobilier de l'État. Connaître, ça n'est pas simple, au fond. Il y a une leçon que nous tirons, c'est qu'il faut absolument améliorer les prévisions et les données dont nous disposons. D'abord, sans données, on ne peut pas faire de chiffrage global. Et puis, sans prévision, on ne parvient pas à conjurer certains risques climatiques. Je prends un exemple. Il y a des progrès très importants qui sont à faire, notamment en Outre-mer, sur les prévisions météo. Il est quand même paradoxal que les prévisions météo soient plus fiables en métropole que dans les Outre-mer, où, on le sait, le risque de tempête, de cyclone, ouragan est beaucoup plus important qu'en métropole. Deuxième enseignement, il faut informer. Donc, le premier, c'est connaître. Le deuxième, c'est informer les citoyens, les décideurs publics sur l'adaptation et ses enjeux. D'abord sur l'articulation entre adaptation et atténuation. Faire en sorte que les citoyens et décideurs publics soient des acteurs de ces politiques publiques, et d'abord que ce soit de vraies politiques publiques. Le chapitre, par exemple, sur l'adaptation des soins aux personnes vulnérables montre combien la communication est déterminante pour prévenir les conséquences des périodes de forte chaleur. Depuis la canicule de 2003, ces épisodes se sont multipliés et ils sont toujours des causes de mortalité accrue. Et ça doit reposer sur la diffusion de messages adaptés sur l'ensemble des supports disponibles, télévision, radio, mais aussi maintenant réseaux sociaux, téléphones portables, car nous sommes sortis de l'ère de la télévision comme média unique. Informer, c'est ce qui permet d'emporter l'adhésion du citoyen, de le faire participer aux efforts d'adaptation. Je prends l'exemple de MaPrimeRénov', qui est un dispositif qui permet à la fois de financer l'amélioration du confort pour les résidents et de créer de l'emploi en favorisant le recrutement pour les entreprises du bâtiment. Je ne dis pas que le dispositif est parfait. La Cour des comptes a d'ailleurs fait un rapport là-dessus raisonnablement critique, mais il est solide, robuste, il peut être amélioré. C'est une voie quand même d'avenir. En somme, il faut faire d'importants efforts pour convaincre de la nécessité et des bienfaits de l'adaptation. Troisième enseignement, c'est planifier. Et j'en reviens au PNACC. D'abord, la Cour relève que les objectifs d'adaptation doivent être conciliés avec ceux de nombreuses autres politiques publiques. Articulation pas facile. Je reviens sur les territoires touristiques, comme les stations de montagne ou les littoraux. Il faut sans doute mener des politiques d'adaptation, mais il faut le combiner avec le souhait des élus et des populations de préserver le plus longtemps possible la pérennité du modèle économique. Mais en même temps, on ne peut pas non plus artificiellement le préserver. Il faut qu'il évolue, donc qu'il change. Et ça nécessite absolument une planification. Il faut que cette culture, la planification et la gestion du risque se diffuse. Et là, ça concerne en effet la coordination entre le niveau national, le PNACC, et les collectivités territoriales. Il y a des planifications, il n'y a pas une planification. Il faudra qu'ils s'articulent au mieux. Tout ça doit être coordonné à l'échelle appropriée. La Cour préconise notamment de mieux coordonner les politiques d'adaptation entre les entités du bloc communal. Cette recommandation vaut pour divers secteurs, la rénovation thermique, des bâtiments publics ou la végétalisation des espaces urbains. Enfin,
dans certains secteurs relevant de sa compétence, on est obligé de constater que l'État lui-même ne joue pas correctement son rôle de stratège, qui consiste à fixer des objectifs clairs et à définir une trajectoire pour les atteindre. Par exemple, pour sortir d'une logique de réponse au cas par cas et de construire une stratégie d'adaptation, les géants d'infrastructures ferroviaires doivent pouvoir se référer à un niveau de résilience cible, partagé par toutes les parties prenantes, y compris les usagers. Or, la définition de ce niveau acceptable d'indisponibilité du réseau relève de la responsabilité de l'État, qui ne joue pas là tout son rôle. Il en est même pour les objectifs d'adaptation assignés aux gestionnaires des réseaux d'électricité, qui devraient figurer de façon explicite dans les contrats de service public passés par l'État avec RTE et Enedis. J'en viens au quatrième grand message de notre rapport. Comment, et ça c'est notre mission directe à la Cour des comptes, comment assurer la qualité de la dépense publique dans les politiques d'adaptation et comment financer les politiques publiques d'adaptation et leur mise en œuvre. Ce que montrent d'abord les 16 enquêtes que nous vous livrons, c'est l'ampleur du défi qui nous attend. Tous les secteurs, tous les territoires doivent s'adapter aux effets du changement climatique. Nous avons essayé d'analyser les moyens de mettre en œuvre des politiques d'adaptation efficientes, c'est-à-dire à la fois efficaces et financièrement soutenables. Avant tout, il faut éviter la maladaptation. C'est la logique de court terme, c'est des réponses dans l'urgence, c'est les décisions qui donnent la priorité à des mesures qui, à long terme, vont à l'encontre de l'objectif d'adaptation. Ça revient à dépenser de l'argent public de manière peu efficace. Ne croyez pas que je m'acharne sur le cas de la montagne, qui m'intéresse particulièrement, mais quand même, déployer systématiquement des outils de production de neige, parfois même à température positive, dans certaines stations de montagne à basse altitude, c'est un constat et montre une politique absurde. Il en va de même du rechargement des plages en sable pour faire reculer le trait de côte. Ça ne fait que reculer l'échéance. Ou enfin, je pense au recours à la climatisation excessif, qui est beaucoup trop énergivore. Ensuite, la Cour souligne que le rôle de la recherche est absolument essentiel pour trouver des solutions adaptées, alors que les acteurs publics sont parfois démunis pour choisir les solutions les plus efficaces. Enfin, ce que montre le rapport, c'est que l'évaluation des coûts de l'adaptation est lacunaire, voire inexistante. Et nous rappelons, c'est notre mission, pardon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça, que l'adaptation ne doit pas nécessairement passer par des nouvelles dépenses publiques. Nous avons une dette financière, nous avons une dette écologique, et les deux, en fait, vont ensemble. Nous savons tous qu'il faudra investir des dizaines, voire des centaines de milliards dans la transition écologique. Si nous sommes trop endettés, c'est-à-dire si notre dette publique, la charge de la dette annuelle est trop élevée, nous nous privons de toute marge de manœuvre pour ce faire. Donc nous sacrifions l'avenir au présent. Nous n'avons rien contre une préférence collective forte pour la dépense publique, à condition que les services publics soient correctement alimentés, qu'ils fonctionnent bien, qu'il y ait une qualité de la dépense et qu'on garde des marges de manœuvre pour les investissements. Les décideurs doivent s'approprier les données, les outils et les solutions à leur disposition. Voilà, j'ai essayé de remplir cette gageure, de vous présenter très vite, en 14 minutes, un rapport que j'ai présenté en 35 à la tribune. Et je ne vais pas être trop long, je crois, simplement parce que 16 chapitres, ce n'est pas tout à fait facile. Du coup, j'aurais frustré tout le monde, ceux qui auraient souhaité que je m'attarde plus sur telle ou telle question, comme ceux qui auraient souhaité que j'aille encore plus vite, ce qui était matériellement impossible. Je vous redis en tout cas que pour nous, la transition écologique, c'est un véritable paradigme, un changement de paradigme. C'est une modification profonde de l'analyse de la politique publique et que nous aurons d'autres rendez-vous, j'espère, avec votre commission. J'envisage notamment, de publier à un moment donné un rapport annuel sur cette question de la transition écologique et de faire en sorte que toutes les chambres de la Cour et toutes les chambres générales des comptes travaillent ensemble sur ce grand objectif transversal. Ce n'est pas un défi, ce n'est pas une crise, la transition écologique, c'est quelque chose de permanent avec lequel nous devons vivre, auquel nous devons justement nous adapter. Ce que montre ce rapport, c'est que cette adaptation, la prise de conscience est là, elle est en route. Ça reste encore très lacunaire, très éclaté, insuffisamment coordonné, pas toujours bien financé, et qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Merci, Monsieur le Premier Président, et merci d'avoir présenté avec un esprit de synthèse ce rapport. Et je
Je le dis avec beaucoup de modestie, mais je sais que les collègues auront l'occasion de vous relancer de sorte à ce que vous puissiez rentrer un peu plus dans les détails. Nous en venons donc aux représentants des groupes politiques et pour le groupe Renaissance, la parole est à Olga Givernet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président. Alors au nom du groupe Renaissance, je tiens à féliciter la Cour des comptes d'avoir choisi cette thématique, la question de l'adaptation au changement climatique. C'est un excellent travail, il illustre les considérations budgétaires. Elles ne peuvent plus se penser indépendamment de l'urgence climatique. L'adaptation au changement climatique est au cœur des préoccupations de nos concitoyens et aussi de l'action du gouvernement. Alors que la France a connu un record de température jamais atteint en 2023, vous l'avez dit, avec une augmentation d'1,48 degré en moyenne. Alors le 3e plan national d'adaptation au changement climatique pour se préparer à un réchauffement à plus de 4 degrés est ainsi prévu pour l'été 2024. La France a plus de 4 degrés. Nous espérons tous que ce n'est pas une fatalité, mais il faut bien s'y préparer. Ce serait une folie de ne pas y penser, et c'est bien toute la société qui va devoir s'adapter. De l'individu à l'infrastructure, de nos gestes du quotidien à notre activité d'humain dans son environnement. Monsieur le Président, votre rapport met en avant 4 grands défis pour déployer une politique d'adaptation efficace que le groupe Renaissance partage. Premièrement, l'horizon des événements. Il est toujours très difficile de se projeter à des événements qui risquent d'advenir plutôt que ceux qui sont devant nos yeux. Et pourtant, nous avons des signaux de ces événements devant nos yeux. D'où le rôle absolument important et crucial de la planification qui est lancée par le gouvernement et qui nous oblige à nous projeter à 50, voire 70 ans dans le futur. Vous parliez des prévisions. Comment est-ce que vous pensez mener ces travaux pour les prévisions? Deuxièmement, la clarté de la gouvernance, la multiplicité des plans peut nuire à la lisibilité de l'action publique, notamment dans nos communes. Le groupe Renaissance tient à ce sens à saluer le travail du SGPE et le lancement des COP régionales. Nous avons ce travail avec les préfectures pour fédérer les efforts dans les territoires. Monsieur le Président, vous évoquez dans votre dernier défi la partie adhésion des citoyens. Le plan de sobriété a démontré son efficacité. Comment est-ce que nous pourrions aller plus loin? Je vous remercie. Merci. Il va de soi que si les collègues veulent parler 2 minutes 10, il n'y aura pas de difficulté pour laisser un peu plus de temps. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Emmanuel Bléry. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président. Évidemment, j'ai eu le rapport annuel 2024 de la Cour des comptes avec beaucoup d'attention, notamment le paragraphe concernant l'adaptation des villes au changement climatique. Le rapport de la Cour des comptes, les rapports de la Cour des comptes sont extrêmement riches en contenu, en analyse. Je voulais le souligner aujourd'hui. Je dirais que le gouvernement et les services de l'État devraient y consacrer plus de temps et d'énergie pour corriger les erreurs identifiées. Voici quelques points. Le rapport souligne que l'enchevêtrement des documents de planification crée une complexité inutile, entravant les solutions nécessaires contre le changement climatique. Les administrations locales peinent à appliquer certaines dispositions législatives ou réglementaires, souvent avec retard. Avec le Rassemblement national, nous luttons évidemment contre la surrégulation et l'inflation normative pour promouvoir des simplicités de dispositifs, une position, je crois, partagée par la Cour des comptes. Certaines agglomérations, autre point, commencent à fusionner des documents de planification, ce qui est un progrès. La Cour recommande des solutions simples et de bon sens pour la renaturation urbaine, telles que la végétalisation des sols. J'ajouterais même qu'en plus de rafraîchir la ville, certains végétaux ont la capacité de capturer les particules en suspension, ce qui contribue à lutter contre la pollution. Je dirais que c'est fou de prendre conscience aujourd'hui que les effets du changement climatique pourrait être atténué par la mise en place de solutions de bon sens que l'on cherche à imposer de manière verticale par un corpus normatif inflationniste, dense, complexe, et dont la mise en application est finalement peu contrôlée, sinon par ce rapport de la Cour. En conclusion, je retiens qu'il serait plus efficace pour le climat de passer du temps à planter des arbres plutôt qu'à rédiger des documents d'orientation qui expliquent pourquoi il faut planter justement des arbres, ce que plus personne ne conteste aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Clémence Guettet. Merci. Monsieur le Premier Président, merci pour votre intervention et pour la qualité du rapport, les constats critiques et indispensables qui sont faits dans ce rapport.
Aujourd'hui, on est face à une contradiction. Le camp macroniste promet 1000 milliards en Europe pour le miroir aux alouettes de la croissance verte, et en même temps, ils exigent en France 20 milliards d'austérité sans vote. Dans cette grande cure, la politique écologique est la plus touchée, et la victime principale, c'est détaillé dans votre rapport, c'est MaPrimeRénov'. Ça dit l'urgence, au contraire, de l'élargir, de l'amplifier, et c'est le cas, en général, de tous les travaux sur l'adaptation. Et là, le gouvernement préfère mettre un coup de rabot, alors que s'il y a un trou quelque part, ce sont bien les recettes, puisque chaque année, la Macronie prive les finances publiques de plus de 70 milliards d'euros. Ces décisions sont incompréhensibles et votre rapport nous le confirme, notre pays est très loin d'être préparé aux effets du changement climatique. Ce n'est pas un problème pour plus tard, les conséquences sont d'ores et déjà tragiques pour des centaines de milliers de Français. On l'a vu dans le Pas-de-Calais où rien n'était prêt, où les mécanismes d'alerte n'ont pas fonctionné, où les secours étaient insuffisants en nombre et en moyens, et où aujourd'hui encore les 458 000 personnes qui ont été touchées par la tragédie des inondations ne sont pas correctement relogées, indemnisées. Beaucoup ont même été radiés complètement de leur assurance. C'est tout simplement sidérant quand on sait que 44 millions de nos concitoyens sont exposés au risque d'inondation et aux mouvements de terrain. L'inaction, par ailleurs, est aussi terriblement coûteuse. Je vous ai parlé des inondations, les dégâts matériels sont estimés à plus d'1 demi-milliard d'euros, les interventions du SDIS ont coûté 4 millions d'euros et un tiers des individus qui sont touchés développent à l'issue des troubles psychologiques qu'il faudra aussi prendre en charge. Donc une question pour la sécurité sociale. Autre exemple d'inaction, la pollution de l'air à elle seule qui nous coûte 100 milliards d'euros par an. Donc nous allons droit dans le mur quand des jeunes, par exemple, ça a été le cas devant Total, l'AG de Total vendredi, se mobilisent face à l'inaction. Ce gouvernement répond par la répression et par l'austérité qui sacrifie notre avenir à toutes et tous. Il est donc temps de changer de cap et pour cela, et c'est mon interrogation, je pense qu'il faut vraiment cesser rapidement avec l'austérité mal placée. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Antoine Vermorel-Marquez. Merci, messieurs les présidents, chers collègues, monsieur le Premier président. Votre rapport public annuel vient de tacler la vision lacunaire, voire inexistante de l'État en matière d'adaptation au changement climatique. Je cite, faute de données suffisantes et même d'objectifs clairs. Vos constats sur la méconnaissance de l'administration, sur son parc immobilier ou l'état des réseaux sont ainsi affolants. Le rapport Pisani-Ferry a proposé une hausse des dépenses pour financer la transition écologique. Quelle est la lecture de la Cour des comptes sur la question ? Y a-t-il un intérêt budgétaire à anticiper ces dépenses qui pourraient se révéler bien plus lourdes sans une forte anticipation de la part des pouvoirs publics ? Ces 10 dernières années, la dette de la France est alourdie de près de 1 000 milliards d'euros. Pouvez-vous nous indiquer les conséquences sur nos taux d'intérêt ainsi que sur notre capacité de contracter de nouveaux emprunts ? Est-il envisageable de mobiliser le levier monétaire en lieu et place de coupes budgétaires qui menacent la croissance et le pouvoir d'achat ? La vérité, c'est que la France ne pourra pas financer son adaptation au changement climatique tant qu'elle n'aura pas adopté une stratégie claire en matière de réduction des dépenses, ni recréer des richesses. Cela supposerait de revenir sur de funestes réformes, parmi lesquelles les 35 heures, la création de nouveaux impôts et l'accumulation de normes. Votre rapport prône ensuite une reprise en main par Paris de l'action climatique locale aux dépens des communes. Renforcer le portage national de ces politiques peut se concevoir, mais seulement si l'État est irréprochable sur ses financements. Or, le gouvernement peut-il affirmer avoir créé un effet de levier suffisant en 2024, avec à peine 7 milliards en plus, et même plus que 4 avec les coupes budgétaires ? La Cour des comptes envisage-t-elle de mener une véritable analyse de l'efficacité économique et écologique des dotations d'investissement de l'État, dont le fonds vert, sur lequel pèsent des soupçons d'effet d'aubaine ? Une véritable hausse de la DGF en euros constants n'est-elle pas inévitable afin d'ancrer les anticipations d'épargne des élus, et donc leurs investissements futurs ? Enfin, vos conclusions tendent enfin à ignorer des réalités de nos territoires, comme sur les procès en maladaptation que vous faites à l'élevage, alors même qu'un rapport de l'INRAE montre que le stockage par les prairies permanentes permet de compenser l'émission de méthane sur ces mêmes prairies. N'est-il donc pas temps de mettre fin à l'élevage bashing et de reconnaître et soutenir nos agriculteurs, et notamment ceux qui adoptent des méthodes de production vertueuses pour l'environnement ? Chers collègues, monsieur le Premier président, il serait sans doute temps d'entendre que ces enjeux ne doivent pas seulement être abordés sous un angle technique ou économique, mais aussi démocratique d'un point de vue local. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, je souhaite attirer votre attention sur 2 défis majeurs dans le contexte de l'adaptation au changement climatique, la rénovation énergétique des logements et la décarbonation des mobilités. Dans le Puy-de-Dôme, comme dans la plupart des départements, l'efficacité énergétique de notre parc immobilier est loin d'être optimale, malgré la nécessité de renforcer la résilience de nos infrastructures face aux effets du changement climatique. Dans ce contexte,
La rénovation énergétique de ces logements, notamment des passoires thermiques, apparaît comme une mesure essentielle. En améliorant l'efficacité énergétique de ces habitations, nous réduisons non seulement nos émissions de gaz à effet de serre, mais nous renforçons également notre capacité à faire face aux variations climatiques et à réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Autre sujet majeur, la transition vers les mobilités durables. Ce vaste chantier de décarbonation de nos mobilités est accompagné de nombreux dispositifs fiscaux. Ma question est donc la suivante. Comment la Cour des comptes évalue-t-elle l'efficacité de ces actions? Je parle de nos politiques de transition écologique, par exemple MaPrimeRénov'. Touche-t-elle sa cible tant en matière d'économie d'énergie que d'efficience de la dépense? J'élargirai la question à toutes les mesures fiscales en faveur de la mobilité durable. Je parle du soutien à l'achat de voitures électriques ou encore des actions de rétrofit. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à Henri Alfandari. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, je partirai directement sur l'angle budgétaire. On a beaucoup de politiques d'aménagement du territoire. Les collectivités territoriales font beaucoup. Or, on a énormément de coûts d'études. Dans ces coûts d'études, généralement, on ne prend pas le nombre de jours hommes ou femmes qui font ce travail. Est-ce qu'un process de simplification permettrait de redégager des marges de manœuvre? Par ailleurs, le nombre de guichets et les taux d'intervention de nos DR, DETI, Fonds Vert, FEDER et autres font que souvent on finance insuffisamment certains projets vertueux ou trop qui ne le sont pas. Et par ailleurs, on a toujours laissé une typologie de projets finançables très très large. Et parfois, on peut se demander s'il est raisonnable de continuer certains équipements plutôt que d'en rénover ou d'en créer d'autres. Nos financements aussi créent des effets inflationnistes sur la commande publique. On met beaucoup d'argent en même temps, on donne un signal où tout le monde s'engage en même temps. Ça crée un effet tunnel. Par ailleurs, souvent, les acheteurs publics sont identifiés comme de bons clients, on paye plus cher. Donc cette espèce de tout en même temps baisse l'efficacité de nos politiques publiques. Enfin, la transition climatique et la planification sont vues à travers beaucoup d'ingénierie, beaucoup d'emplois. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes capable d'évaluer combien de pourcentage d'investissement direct il restera dans la transition? Par ailleurs, on est tous énormément gourmands de planification au sens des documents d'orientation. Tout ceci nécessite des cabinets d'études, des révisions générales qui ont un coût et qui sont autant d'argent qu'on ne met pas dans la planification. Donc je voulais aussi avoir votre avis sur ces simplifications peut-être qui permettraient d'aller plus loin dans les investissements. Et par ailleurs, peut-être si vous pouviez dégager une vision de pluriannualité qui permettrait de donner de la visibilité aux élus et aux acteurs pour effectuer mieux cette planification. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Bertrand Petit. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, le dérèglement climatique est déjà là et dans le scénario désormais le plus probable, les températures devraient augmenter de 3,8 degrés en France d'ici la fin du siècle, plus que la moyenne planétaire. Il y a donc urgence à mettre en œuvre des objectifs d'adaptation au changement climatique et la Cour des comptes identifie une série de limites à l'action publique en la matière. Planification, pilotage et coordination des acteurs ou encore rôle stratège que l'État devrait jouer. Dans les prochains mois, nous adopterons le 3e plan national d'adaptation au changement climatique qui est justement un instrument de planification. La Cour des comptes estime qu'il devra être sensiblement différent des précédents plans, avec une enveloppe budgétaire augmentée, 3 milliards d'euros supplémentaires, dont 1 milliard pour les budgets publics, selon les estimations du rapport Pisani-Mahfouz. La Cour préconise aussi de rééquilibrer les moyens en faveur de la recherche sur l'adaptation et l'atténuation, de soutenir et d'accélérer les projets de recherche et de développement, ainsi que les expérimentations en lien à la prévention des risques d'inondation et de retrait-gonflement des sols argileux, ou encore d'identifier et de mesurer les coûts d'adaptation au changement climatique des parcs de production nucléaire et hydroélectrique et des réseaux électriques de transport et de distribution. Autant de dépenses supplémentaires. Pourtant, la Cour des comptes dresse aussi le constat de finances publiques dégradées et met en cause les baisses significatives de prélèvements obligatoires. Un double constat donc entre besoin de financement de nos objectifs d'adaptation au changement climatique et des finances publiques dégradées après des années de baisse de recettes pour les budgets publics. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, le groupe socialiste se demande si la politique fiscale actuellement conduite par le gouvernement
est encore aujourd'hui compatible avec nos objectifs d'adaptation au changement climatique? Et est-ce que ce double constat auquel je viens de faire référence ne commande-t-il pas une inflexion de cette politique fiscale? Merci par avance pour vos éclairages. Merci. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Jean-Louis Bricout. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi, Monsieur le Premier Président, pour les travaux réalisés. Dans votre rapport, vous le rappelez, dans votre propos liminaire, en fin de compte, que 2022-2023 ont été les années les plus chaudes depuis 1850, plus 1,4 degré de plus que les températures moyennes enregistrées entre 91 et 2020. À eux seuls, évidemment, ces chiffres montrent l'intérêt à tous de se mobiliser face aux conséquences de ce réchauffement climatique, y compris bien sûr les pouvoirs publics. Alors nul doute qu'après cette prise de conscience vient le temps des interrogations sur la méthode et les moyens alloués pour que soient anticipées en fin de compte les conséquences de ces changements climatiques et savoir surtout connaître les incidences sur la vie au quotidien. Des questions s'imposent. Qui doit faire l'effort? Comment l'effort doit-il se répartir entre pouvoirs publics, entreprises, ménages, associations, chercheurs, etc. Ces questions me paraissent complètement légitimes. Donc à un moment, la situation des finances publiques reste préoccupante. La question de l'efficacité à moindre coût est également première. Se pose également en termes d'efficacité, en fin de compte, la question de la territorialisation des moyens, puisque les conséquences climatiques sont bien sûr singulières d'un territoire à l'autre. Alors planifier effectivement sur le plan national serait quelque part un non-sens. Pouvez-vous nous dire comment vous appréhendez en fin de compte cette territorialisation? Et j'aimerais aussi que vous puissiez détailler, voire évaluer les mécanismes qui sont plutôt spécifiques pour assurer une coordination efficace entre les différents niveaux de collectivité et les acteurs locaux dans la mise en œuvre de cette planification territorialisée, afin de déterminer comment les mécanismes pourraient garantir que les actions entreprises soient à la fois cohérentes et adaptées aux particularités de chaque territoire, comme dans mon département l'Aisne. Et puis pour terminer, dans le secteur du logement, l'accompagnement des pouvoirs publics dans un parcours de rénovation, par exemple, interroge pour une certaine instabilité des moyens. On l'a vu, c'était rappelé avec ma prime rénov'. Quelquefois aussi un problème d'inefficacité sur l'accompagnement, par exemple, et j'en passe. Bref, quelle incidence de cette instabilité qui ne doit pas aller, en fin de compte, de pair avec la planification? Quel problème ça peut vous poser? Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Lisa Bellouco. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, après des décennies d'attentisme, le changement climatique est bien là. En France, la température moyenne atteint 1,4 degré de plus que celle enregistrée entre 1991 et 2020. Les canicules, sécheresses et inondations se multiplient. À présent, il faut non seulement lutter contre le changement climatique, mais aussi s'y adapter. Cette adaptation de nos logements, de nos infrastructures, de notre agriculture coûte déjà et va coûter encore des milliards d'euros d'argent public par an, ce qui devrait d'ailleurs inciter tous ceux qui s'émeuvent du niveau de la dette publique à lutter activement contre le changement climatique. Mais vous l'avez un peu évoqué pendant votre propos liminaire. Je salue le travail de la Cour des comptes pour son rapport sur le sujet. Monsieur le Premier Président, ce rapport révèle que, et vous l'avez dit, l'évaluation des coûts de l'adaptation est lacunaire, voire inexistante, faute de données suffisantes, mais également parfois d'objectifs clairs. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce retard au Parlement et au sein du gouvernement? Quels outils développer en leur sein pour réaliser cette évaluation, sachant qu'elle ne peut réellement être faite au moment du projet de loi de finances, largement bridé par l'utilisation de l'article 49.3. De ce fait, la Cour des comptes ne propose pas de chiffrage des besoins de financement ou des financements déjà réalisés. En 2022, I4CE avait estimé qu'au moins 2,3 milliards d'euros de financement supplémentaires par an étaient nécessaires pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Quel est votre regard sur cet ordre de grandeur ? Dans votre rapport, vous indiquez également que l'État, je cite, ne joue pas correctement son rôle, qui consiste notamment à fixer des objectifs et à définir une trajectoire pour les atteindre. Les semaines passées, nous avons étudié le projet de loi d'orientation agricole qui ne comportait pratiquement aucun objectif ni aucune trajectoire. Rien sur la réduction des pesticides et engrais de synthèse, rien sur la réduction de la consommation en eau, rien sur l'augmentation du revenu des agriculteurs, rien sur la réduction des traités de libre-échange. Les objectifs de développement de l'agriculture biologique ont même failli être supprimés. Considérez-vous que ce type de projet de loi est à la hauteur du rôle de stratège que doit jouer l'État? Je vous remercie. Merci Madame Bellouco. Tous les orateurs de groupe ont pu s'exprimer. Monsieur le Premier Président, je vous laisse le soin
de répondre en sachant que par la suite, vous avez des questions d'1 minute et nous avons déjà 5-6 questions à poser. Bien, la Cour n'a absolument pas de prétention à avoir réponse à tout. Ce rapport, je l'ai dit, n'est pas exhaustif. Il n'est pas non plus un rapport macro. Il donne une série de coups de projecteur qui, tout de même, si vous les mettez bout à bout, donne un panorama qui, jusqu'à présent, est inédit, je crois, de ces politiques d'adaptation au changement climatique. Alors, je vais essayer de regrouper mes réponses, qui d'ailleurs ne sont pas aussi des commentaires sur tous les pans de l'action gouvernementale, c'est normal, nous ne sommes pas des censeurs, je ne crois pour ma part ni au gouvernement des experts, ni au gouvernement des juges, je crois beaucoup plus à la démocratie représentative, c'est-à-dire un dialogue entre un exécutif qui exécute et un parlement qui légifère et contrôle. Et nous avons notre mission. Notre mission, c'est d'informer le citoyen par nos analyses, et elle est déjà assez lourde et riche comme ça. Alors, le premier volet, c'est sur la prévision et la connaissance. Et plusieurs questions ont été posées là-dessus. Bon, la Cour des comptes, assez naturellement, c'est plutôt une institution qui regarde dans le rétroviseur parce qu'elle contrôle, elle évalue, donc elle juge de politique accomplie. C'est pas le commissariat au plan ou la direction de la prévision ou l'INSEE. En revanche, nous avons quand même une volonté d'éclairer le choix de politique publique, les choix de politique publique. Nous n'avons pas de mission de prévision, mais nous devons et nous pouvons vérifier que les pouvoirs publics se dotent des instruments de prévision efficaces. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir, je le redis, au projet d'un rapport annuel de la Cour sur la transition écologique pour permettre cette veille. Vous m'interrogez par exemple sur I4CE. J'ai dit que c'était une mesure qui était disponible de 2,3 milliards d'euros, qui va de pair assez avec les conclusions du rapport financier. Ça ne nous a pas paru implausible, mais nous n'avons pas non plus les moyens de dire si c'est réaliste ou si c'est un minimum, en tout cas. Donc nous voulons le faire. Alors nous sommes en train aussi de réfléchir au moment opportun pour nous positionner devant vous, le Parlement, parce que c'est un rapport pour votre information. Il me semble que le mieux, mais je suis accompagné du rapporteur général ici, serait peut-être de faire un rapport au mois de septembre, avant ou en amont du projet de loi de finances, parce qu'en réalité, les données financières et écologiques sont étroitement liées. Et donc, j'espère pouvoir présenter devant vous, en septembre 2025, le premier rapport public de la Cour sur la transition écologique et qui a vocation, dans mon esprit, à devenir annuel. Alors, ce n'est pas un rapport obligatoire comme d'autres, ce n'est pas le rapport sur la situation des perspectives des finances publiques ou le rapport public annuel, mais ça s'inscrirait dans la série de nos rapports récurrents. Et nous allons nous organiser de façon à pouvoir le faire. Le deuxième sujet, je cite un peu dans l'ordre chronologique, en tout cas de vos interventions, c'est la question de la simplification, à laquelle évidemment nous sommes tout à fait favorables. Il n'empêche que simplification ne doit pas vouloir dire dérégulation en la matière. On ne peut pas considérer que toute régulation, toute législation est mauvaise. Ce sont des domaines quand même assez techniques dans lesquels les acteurs doivent avoir un certain nombre de repères. Et donc il faut, à défaut d'autres formules, peut-être une meilleure régulation. Autrement dit, on doit pouvoir à la fois faire des documents d'orientation et planter les arbres. L'un ne s'oppose pas aux autres, même si les documents d'orientation ne doivent pas être tous sous un format papier, ce qui évite de déforester. Le troisième sujet que vous avez évoqué les uns et les autres, c'est le sujet des collectivités territoriales, de la décentralisation aussi. Alors, je veux dire tout de suite que la Cour ne prône pas de recentralisation des politiques de transition écologique ou énergétique. Ce que nous recommandons, c'est une meilleure articulation entre la stratégie nationale et les plans locaux. Les collectivités sont évidemment essentielles pour prendre des décisions de transition au niveau local. Et je redis qu'au fond, ce que nous proposons, c'est d'instaurer une véritable culture de la planification et de la gestion du risque, parce que les enquêtes que nous avons effectuées montrent que la planification, quand elle existe, est soit défaillante, soit dispersée, que ce soit, par exemple, dans des domaines que vous avez évoqués, l'immobilier ou à l'échelle des villes. Parfois, des planifications locales existent, c'est sûr, mais elles sont incomplètes ou elles sont appliquées de manière très inégale. C'est le cas, par exemple, pour la stratégie nationale de gestion du trait de côte, sur laquelle nous avons aussi fait d'ailleurs un rapport particulier.
Elles sont aussi peu coordonnées, elles sont mal réparties entre les différents échelons de collectivité, comme en témoignent certaines stations de montagne qui cherchent à diversifier leur activité en s'appuyant sur une échelle trop étroite qui est celle de la commune, parce qu'évidemment à ce moment-là c'est plutôt celle de l'intercommunalité ou du massif qui est pertinente. Et donc il faut dans cette affaire un pilote qui s'appelle l'État, mais qui coordonne de très nombreux acteurs concernés. Et il me semble que la vocation du PNACC doit être de donner justement ces trajectoires, ces points de repère. Le quatrième sujet que je vais évoquer, vous avez été plusieurs, même assez nombreux à l'évoquer, c'est évidemment la question du rapport avec les finances publiques. Alors, c'est pas, pour le coup, par définition, c'est le débat démocratique sur les finances publiques, il est essentiel. Vous avez des points de vue très différents selon votre appartenance politique, et qui conduisent à des choix qui sont également très différents. Je n'ai pas du tout à me prononcer là-dessus. Je veux dire simplement un certain nombre de choses. La première chose, c'est que j'ai maintenant une assez longue vie publique. Je n'ai jamais été un partisan de l'austérité. L'austérité, c'est ce qui affaiblit l'État, c'est ce qui l'appauvrit, c'est ce qui empêche l'action publique. Je crois qu'il n'en est pas question. D'ailleurs, en France, disons-le quand même, malgré les affirmations, nous en sommes comme au 50e budget de suite présenté en déficit. La dette publique a doublé en 30 ans. Elle a augmenté de 47 points depuis 2021 à l'entrée dans l'euro. En termes d'austérité, on a quand même fait mieux. Nous ne sommes pas des spécialistes de l'austérité en France. Ça peut être plus ou moins tendu, j'en conviens. Mais je vais aller un peu plus loin que ça et donner des éléments un peu plus précis. Première chose, notre situation d'endettement est une situation qui ne peut pas perdurer. Ça, je suis très ferme là-dessus. On peut avoir des visions de droite, de gauche ou d'ailleurs de la manière de réduire la dette publique, mais la dette publique est une cause qui est une cause commune. Nous avons aujourd'hui 3 200 € de dette publique. Au train où ça va, nous en aurons 3 600 en 2027. Je reviendrai présenter le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques dans la commission des finances au début du mois de juillet. Nous avons une dette publique qui est à 110% du PIB et elle continue d'augmenter. Lors de l'entrée dans l'euro, j'étais à l'époque ministre des Affaires européennes, c'était en 2001, nous avions exactement le même pourcentage de dette publique dans le PIB que l'Allemagne, quelques 58 et quelques pourcents du PIB. Aujourd'hui, ils sont à 65 et ils seront à 60 le prochain, nous sommes à 110. Donc ça fait une divergence qui est très difficile. Et surtout, le fait d'avoir une charge de la dette extrêmement importante nous prive de toute marge de manœuvre. Nous avions 25 milliards d'euros de charge de la dette en 2021. Nous en avons 55 ou 57 cette année selon les mesures. Pourquoi ? Parce que l'inflation est passée par là et nous sommes sortis d'une période magique qui était celle des taux d'intérêt négatifs. C'est très pratique, des taux d'intérêt négatifs, vous endettez, vous gagnez de l'argent. C'est absolument formidable, mais nous n'en sommes plus là. Nous avons des taux d'intérêt positifs et ils vont le rester assez durablement, même si la BCE décide de baisser ses taux le mois prochain, ce qui semble être le cas. Et je ne crois pas du tout à la substitution de la politique monétaire par rapport à la politique budgétaire. Il faut une adaptation entre les deux, une articulation, ça s'appelle un policy mix. Et dans ce contexte-là, nous aurons probablement 85 milliards d'euros de charge de la dette en 2027, si les objectifs qui sont prévus par le pacte de stabilité sont remplis, ce sur quoi j'ai, je l'ai dit, quelques doutes, car je ne crois pas beaucoup à la crédibilité et à la cohérence de ce document. L'État, le Haut Conseil des finances publiques l'a dit. Nous risquons d'avoir plus, en vérité. Et à ce moment-là, nous nous trouvons dans une situation où il n'y a aucune marge de manœuvre. Et c'est très fâcheux pour deux choses. La première, c'est vous pouvez avoir à nouveau des aléas de politique économique, des crises. Nous constatons quand même qu'au cours des dernières 20 années, elles se sont multipliées de toutes origines, qu'elles soient énergétiques, climatiques, ou qu'elles soient liées à une pandémie. Et comment faire face à une pandémie quand vous n'avez pas de marge de manœuvre ? Il vaut mieux, pour le coup, avoir, je ne préconise pas d'avoir 60% de dette publique, mais il vaut mieux avoir 60% de dette publique qu'en avoir 110. Il vaut mieux avoir 5 milliards de charge de la dette que d'en avoir 90. Et puis, pour financer les politiques d'avenir, et c'est là le problème, et ça c'est votre réflexion à vous, collectivement, c'est la décision du peuple souverain aussi, eh bien, il faut réduire la charge de la dette. C'est absolument impératif. On ne peut pas, oui, je ne sais pas faire, peut-être certains d'entre vous ont-ils une idée là-dessus, mais moi je n'ai pas de baguette magique, comment financer des centaines de milliards d'euros d'investissement pour la transition écologique, et je suis le premier à dire qu'ils sont nécessaires, comment financer des dizaines de milliards d'euros pour la transition numérique, comment nous assurer d'avoir une défense nationale
qui est à la hauteur dans un contexte géopolitique qui est devenu extrêmement dangereux, si nous avons une charge de la dette qui nous paralyse, j'allais dire, le premier de l'an. C'est juste impossible. Alors après, vous avez des remèdes différents, je ne vais pas les commenter. Certains préconisent d'avoir plus de fiscalité, d'autres d'agir sur la croissance, des troisièmes d'agir sur les dépenses. Mais en vérité, les trois leviers sont disponibles, on le sait. Mais il y a que trois leviers. Les finances publiques, c'est extrêmement facile comme discipline. Vous pouvez soit augmenter les impôts, quelle marge de manœuvre a-t-on pour ça, soit militer sur la croissance, mais nous ne sommes pas à l'aube de 30 glorieux, je tiens quand même à le dire. Donc ceux qui pensent que la croissance toute seule va y suffire, ce n'est pas vrai. Et enfin, vous devez faire des économies en dépenses. Et on a quand même quelques raisons de penser que quand on a 57% de dépenses publiques dans le PIB, il y a quelques marges de manœuvre. Je l'ai dit d'une phrase et je le redis maintenant, nous avons en France une préférence collective pour la dépense qui est très forte et qui n'est pas en soi absurde, puisque c'est un consensus, à une condition, c'est que ces dépenses publiques soient extrêmement efficaces. Si tous nos concitoyens étaient persuadés que l'éducation nationale est dans un état merveilleux alors qu'elle recule dans les classements PISA, que notre hôpital a bénéficié à plein des 60 milliards d'augmentation qui ont été faits au cours des 3 dernières années, que la politique du logement relançait à elle seule le bâtiment ou bien permettait des mouvements de logement social, alors qu'on sait que ça n'est pas le cas et qu'elle représente quand même 2 fois plus dans le PIB. Tout ça, c'est pas pour dire qu'il faut tout torpiller, c'est pour dire qu'une dépense publique de meilleure qualité, c'est vital. Et je crois beaucoup aux revues de dépenses publiques à cet égard comme instrument pour fonder un raisonnement informé sur comment aller vers une meilleure qualité de la dépense publique. J'insiste pas sur la quantité. La quantité, plutôt l'amélioration de la quantité est un résultat de l'amélioration de la qualité. Mais ça, ce sont des choix qui sont devant nous tous. Enfin, j'en viens à une dimension qui est tout à fait fondamentale, qui est la dimension sectorielle, puisque notre rapport il est fait comme ça. Alors, vous m'avez interrogé sur 3-4 secteurs, mais il y en a 16 en vérité, et je vous renvoie quand même au rapport. Je vais dire quelques mots d'abord sur MaPrimeRénov'. Les modifications annoncées pour 2024 de MaPrimeRénov' prévoient une meilleure prise en compte des pics de chaleur. Les rénovations globales devraient prendre mieux en compte les gestes d'isolation et de ventilation. Ce sont des avancées qui restent timides à nos yeux, qui ne sont pas à la hauteur du risque de maladaptation des logements, lié à l'augmentation annuelle de 8% du recours à la climatisation mécanique, qui accroît les dépenses d'énergie. Donc c'est une politique qu'on peut aussi améliorer dans sa qualité. Je dis au passage, pour ajouter à la question précédente, que je ne crois pas non plus que le rabot soit la bonne solution. Je préfère des lois de finances correctement prévues plutôt que des rabots qui sont annoncés 2 mois après sur la base de prévisions dont on savait qu'ils n'étaient pas justes. Le Haut Conseil l'a dit. Moi, je ne croyais pas en septembre qu'on ferait 1,4% de croissance. Que je dis moi, c'est pas moi, c'est le Haut Conseil qui est pluraliste. Personne ne le croyait. On s'y est accroché. 2 mois après, on arrive à un rabot qui, forcément, le rabot, c'est toujours la manière la plus bête, Monsieur le Président, de diminuer les dépenses publiques. Et si on d'éviter ça, et plutôt de prévoir tout cela. Je pense aussi à ce qui a été dit sur l'élevage bashing. Je souriais en écoutant ça parce que ça fait plus référence à un des rapports particuliers qui a été fait par la Cour l'an dernier. Il avait été un peu, les conclusions avaient été un peu hâtives peut-être. Je les avais moi-même commentées. Néanmoins, il est exact aussi que dans ce secteur-là, il faut effectivement privilégier des modes agricoles ou d'agriculture qui permettent d'être moins consommateurs en matière de gaz à effet de serre, et il y a des améliorations au moins qualitatives à apporter. Voilà, je termine par un mot sur l'efficacité des incitations financières, pour dire que c'est le travail que les juridictions financières se fixent pour effectuer ou permettre d'améliorer l'efficacité des politiques publiques. Nous avons déjà fait des rapports sur MaPrimeRénov'. Nous envisageons de faire un examen des différents dispositifs et l'impact de la politique fiscale sur l'énergie. Donc nous avons une production qui est constante. Le rapport annuel que j'évoquais ne va pas épuiser ce que nous ferons. Nous avons une chambre qui maintenant, depuis 2018, est entièrement consacrée à ces sujets. Et je pense que l'ensemble de ces travaux contribuent à éclairer le débat public. Nous n'avons pas, je le redis, la prétention de détenir une vérité. Un rapport de la Cour des comptes, j'ai toujours pensé, j'ai fait d'autres choses dans ma vie que le premier président de la Cour des comptes. Je suis un magistrat de la Cour des comptes, mais j'ai quand même passé une trentaine d'années à l'extérieur, notamment dans la vie politique. J'ai été 3 fois un des vôtres, député, et bien un certain nombre de fois ministre. J'ai toujours pensé qu'un rapport de la Cour des comptes était réfutable. Je l'ai pensé quand j'étais à l'extérieur, je le pense à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont contredits. C'est pas la vérité, mais ça a un grand mérite que je vous demande de considérer. D'ailleurs, vous le faites dans votre diversité. C'est que c'est un élément
d'analyse, d'informations objectives, chiffrées et collégiales. Ce n'est pas la vision d'un seul, ce n'est pas une lecture idéologique, c'est simplement quelque chose qui contribue à votre information, à partir duquel vous pouvez prendre des décisions qui sont mieux informées. Et dans la période que nous vivons, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point nous sommes touchés tous par la désinformation. C'est juste utile. Notre volonté, notre ambition, c'est d'être utile. C'est déjà pas si mal. Merci, Monsieur le Premier Président. Nous en venons donc aux questions d'une minute. Et la première question posée par Madame Catherine Couturier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, pour la première fois, la Cour des comptes lie forêt, filière bois et changement climatique dans son rapport annuel. Bien que je salue la démarche, j'ai quelques interrogations. Vous pointez les inadéquations de gestion forestière à l'origine des conséquences tant sur l'environnement en raison de l'affaiblissement du rôle de la forêt en matière de séquestration du carbone et de menaces pour la biodiversité. Il apparaît qu'aucune de vos remarques n'aborde concrètement la question des pratiques. Pourtant, de nombreuses pratiques, à l'image des coupes rases, amènent une perte manifeste de biodiversité et de stockage carbone et que le directeur de l'OFB vous alerte sur l'intérêt de la régénération naturelle à partir des essences déjà présentes. Ceci, alors que le plan 1 milliard d'arbres favorise uniquement la replantation en monoculture suite à des coupes rases, puisque aujourd'hui ces aides vont à 88% sont des plantations après coupe rase, que 10 000 hectares de forêts saines et bien portantes ont été rasés pour planter des arbres sur ces surfaces. Mais surtout, que 6 500 hectares de coupe rase ont été réalisés en zone Natura 2000 pour y planter du Douglas. Que pensez-vous justement de ces coupes rases et de la replantation en monoculture de résineux en particulier? Merci. La parole est à Gabriel Amar. Oui, ne vous inquiétez pas, chers collègues. Madame Couturier a pris la largesse de poser une question à 1 minute 30. Vous aurez 1 minute 30. Pas de difficulté. Et pas de difficulté, Monsieur Amar. Le chrono n'a pas démarré. Je vous en prie. Oui. Merci, Président. Monsieur le Premier Président, le changement climatique étant irréversible, vous avez rappelé la nécessité de s'y adapter et de mener des politiques ambitieuses. Mon groupe parlementaire appelle à le faire à travers une véritable planification écologique. J'aimerais attirer votre attention sur un projet d'infrastructure en cours qui, lui, ne s'adapte à rien du tout et qui, à l'inverse, nous conduit droit dans le mur. Ce projet d'un autre temps, c'est bien sûr la création d'une nouvelle ligne ferroviaire reliant Lyon à Turin. La population se mobilise justement ce dimanche à Aoste, en Isère. La Cour des comptes s'était exprimée sur le sujet dès 2012 par le biais d'un référé qui rappelait que les coûts prévisionnels des travaux n'ont fait qu'augmenter entre 2002 et 2011, passant de 12 milliards à 24 milliards. La Cour des comptes prévoit-elle de produire ou d'obtenir de nouvelles estimations des coûts prévisionnels? Enfin, alors que ce projet constitue un écocide conduisant à drainer 150 millions de mètres cubes d'eau et à artificialiser 1300 hectares de zones agricoles et naturelles, nous sommes loin d'une adaptation au changement climatique. Vous recommandiez en 2012 à l'époque, je cite, de ne pas fermer trop rapidement l'alternative consistant à améliorer la ligne existante. Je vous remercie. Merci. La parole est à Anne-Cécile Violent. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, merci tout d'abord d'honorer notre commission de votre présence. Je souhaiterais plus particulièrement vous interroger sur la taxe sur les transactions financières, un des leviers de financement de notre planification. Permettez-moi d'associer Action Santé Mondiale, avec qui je travaille notamment sur la question de la santé-environnement. En 2016, la Cour des comptes déplorait l'insuffisance des contrôles administratifs. Le contrôle des déclarations et du recouvrement de la taxe sur les transactions financières est insuffisant. D'une part, l'administration ne connaît pas l'ensemble des transactions assujetties à la taxe. D'autre part, le contrôle se heurte à de nombreuses difficultés juridiques et techniques. Euroclear France, en dépit de sa fonction de dépositaire central, n'a pas connaissance de l'ensemble des transactions potentiellement assujetties à la taxe. Je vous cite, « La faiblesse des contrôles actuels appelle de nouvelles actions de la part de l'administration visant notamment une amélioration des échanges d'informations entre les services gestionnaires. » Le 19 juin 2017, vous écriviez au ministre de l'économie et celui des comptes publics en les interpellant sur les 3 points synthétiques.
Je pense que vous vous souvenez, je vais en arrêter là, simplement, quelle a été la suite justement de votre interpellation des ministres en 2017. Je n'ai pas connaissance à ce jour de la suite. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Didier Padet. Ouais. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, je tiens tout d'abord à saluer la qualité de votre travail sur l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique. En tant que député savoyard, je ne souhaite pas revenir sur la polémique générée par le rapport établi par les chambres régionales des comptes en février 2024 sur les stations de montagne face au changement climatique, et je préfère me focaliser sur l'avenir. On ne va pas refaire le match. En ce qui concerne la montagne, je salue le fait que vous recommandiez dans votre rapport d'apprécier la vulnérabilité des stations face à la hausse des températures, non seulement sous l'angle climatique, mais aussi à la lumière d'autres facteurs tels que le poids économique des stations, qui est déterminant pour apprécier la capacité des acteurs de la montagne à s'adapter. Et vous convenez également du fait que ces données indispensables pour évaluer la vulnérabilité des stations sont actuellement éparses. En conclusion, vous recommandez donc de permettre le regroupement des données sous le pilotage de l'État via un observatoire national auquel l'ensemble des acteurs concernés auraient accès pour les mettre en capacité d'élaborer les bonnes stratégies d'adaptation. Les acteurs de la montagne ont clairement compris qu'il était temps d'agir pour s'adapter au réchauffement climatique. Ils sont déjà dans l'action pour s'adapter et seraient probablement très heureux de bénéficier d'un tel observatoire. Pourriez-vous être plus précis quant à sa mise en œuvre? Sous quelle forme? Dans quel délai? Et selon quelles conditions pensez-vous mettre en place cet observatoire? Merci. La parole est à Véronique Rioton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, évidemment que je salue le travail de la Cour des comptes sur le travail de l'adaptation au changement climatique. Le sujet des financements, c'est évidemment un sujet important pour la transition écologique. Je déplore pour autant le manque de référence sur la dimension de l'économie circulaire, qui est une économie qui nous permet de concevoir une efficacité dans l'économie circulaire. Je pense évidemment dans un prisme de lecture sur le bâtiment, par exemple, en liant le bâtiment et la ressource. Il y a beaucoup d'éléments qui font référence à la ressource dans vos documents, mais par exemple, repenser le réemploi sur la question des matériaux ou sur la mobilité, quand on pense économie circulaire, batterie, réfléchir aussi à la ressource. Voilà, donc pourquoi est-ce que l'économie circulaire demeure un angle mort finalement de l'adaptation, alors qu'on peut complètement lier nos systèmes de production avec la tension qui est générée sur les ressources. Voilà, donc j'appelle évidemment le travail de la Cour des comptes à s'intéresser à ces sujets-là. Merci, la parole est à Sophie Panonacle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, si vous le permettez, je voudrais vous apporter une information en tant que présidente du Comité national du trait de côte, puisque nous arrivons à un moment où nous allons présenter dans quelques semaines les recommandations du CNTC au ministre Béchu. Le financement des politiques d'adaptation des territoires, notamment littoraux, est un défi majeur et je vous rejoins absolument sur ce point. Vous parlez de solidarité financière, nous parlons de solidarité financière nationale avec la création d'un fonds d'aide à la recomposition des territoires littoraux abondés de différentes manières. Je vous en donne quelques exemples, notamment par une taxe additionnelle au droit de mutation, par le déplafonnement de la taxe GEMAPI ou de la TSE et éventuellement par une taxe sur les plateformes d'hébergement. Pourquoi faire? Eh bien, pour soutenir nos collectivités territoriales, notamment celles porteuses d'un PPA, d'un plan partenariat d'aménagement, pour financer l'entretien d'ouvrages de protection, pour financer des actions de renaturation de nos communes, pour financer la préemption de biens par les acteurs locaux. Donc ce sont des dépenses supplémentaires, mais qui nous semblent des dépenses utiles. En tout cas, nous ne saurons pas faire sans ces taxes en plus. Vous citiez tout à l'heure des dizaines de milliards d'euros par rapport aux territoires littoraux. Permettez-moi juste, je pense qu'il y a une erreur quant aux chiffres. Ce sont effectivement des dizaines de milliards, 84 milliards précisément, qui concernent 450 000 logements, mais en 2100, pas en 2050. Voilà, donc simplement avoir votre réaction par rapport aux propositions que nous pourrons faire dans quelques semaines à Christophe Béchu. Merci. Merci. La parole est à Damien Adam. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, pour votre présence avec nous cet après-midi en commission. En février dernier, vous avez rendu un rapport sur l'Agence nationale de cohésion des territoires, 4 ans après la création de cette agence de l'État. Depuis plusieurs mois maintenant, je porte pour ma part le sujet d'une fusion de deux autres agences de l'État, l'ADEME et le CEREMA,
qui sont deux institutions de l'État compétentes sur la transition écologique, notamment en lien avec les collectivités territoriales. Ces deux agences interviennent sur les thématiques d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique qui fait l'objet de votre audition dans notre commission aujourd'hui. C'est pourquoi je me permets de vous poser la question. J'aimerais savoir si la Cour des comptes a déjà réfléchi à cette fusion ou prévoit de réaliser un rapport sur cette possibilité et d'étudier les conditions de succès d'une telle fusion pour renforcer l'efficacité des politiques publiques climatiques de l'État en lien avec les collectivités territoriales, tout en permettant de faire des économies sur les nombreuses fonctions support qui existent entre les deux entités aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Pierre Tête. Messieurs les présidents, chers collègues, Monsieur le Premier président Moscovici, avec ses préconisations sur l'agriculture, la Cour des comptes prône un recul des cultures céréalières qui représentent un tiers de notre surface agricole utile et une réduction drastique de la consommation de viande, alors que seul un tiers de la production animale et des prairies pourrait être reconverti en agriculture végétale. Faut-il faire de la PAC à l'origine faite pour soutenir le revenu de nos exploitants, un outil de conversion de l'agriculture aux thèses que vous défendez? De même, la réforme du système assurantiel est-elle là, selon vous, pour inciter les agriculteurs à s'adapter à l'aléa climatique avant d'être un outil d'indemnisation? Enfin, la Cour des comptes souligne la pression du grand gibier sur le renouvellement forestier, appelant à une intervention de l'OFB pour organiser des battues administratives. N'est-ce pas un peu cruel pour nos chasseurs, ainsi écartés de leur rôle, après qu'ils aient été fustigés pendant des années pour leur contribution à cette régulation? Je vous remercie. Merci. La parole est à Vincent Decker. Merci, Monsieur le Premier Président. Notre mission sur l'adaptation de la politique de l'eau au changement climatique, dont Yannick Nory et moi-même étions rapporteurs, a pointé du doigt le mur d'investissement auquel doivent faire face les communes, qu'il s'agisse de l'entretien de leur réseau, la lutte contre les fuites par exemple, ou encore de l'investissement dans de nouvelles unités de traitement pour faire face aux pollutions émergentes. Alors on a estimé entre 6 et 10 milliards d'euros l'effort d'investissement qu'il faudrait faire pour satisfaire à cet entretien et relever ce défi. Les collectivités, au premier rang des communes, peuvent avoir accès à des aquaprêts, mais quel que soit le produit, elles devront impérativement avoir recours à l'emprunt et n'y parviendront pas sans l'engagement de l'État. Alors la Cour n'a de cesse, à juste titre, et vous l'avez rappelé à l'instant, d'alerter sur le poids de la dette publique. D'autres voix qualifient cette dette consacrée à la transition écologique de bonne dette. Comment concilier la mise en œuvre de ces indispensables travaux et le recours à l'emprunt qui conviendrait d'être modéré, mais qui semble un passage obligé? Si je peux compléter, puisqu'il y a un certain nombre de propositions qui émanent de cette Assemblée, qui visent à notamment enlever de la dette classique les investissements en lien avec la transition écologique. Peut-être avoir votre avis sur ce sujet. Je vois que ça fait réagir M. Decker. Oui, j'ai dû utiliser le terme de bonne dette à dessein pour non pas provoquer M. le Président, mais ouvrir le débat. Le débat est donc ouvert. Et enfin, la parole est à Daniel Brulebois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, pour susciter les investissements pour se décarboner et pour innover en faveur du développement durable, deux démarches s'opposent. D'un côté, l'Europe, qui a fait le choix de la tarification du carbone, de l'autre, les États-Unis ou la Chine, qui ont choisi de largement subventionner les investissements et de soutenir leurs coûts associés au processus de décarbonation, et en particulier de l'énergie. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières inquiète fortement nos entreprises françaises et ils craignent que soit difficile de mettre en place la lutte contre la concurrence des entreprises étrangères. Selon vous, comment faire pour s'assurer que cette concurrence soit équitable et pour encourager encore les investissements nécessaires dans notre industrie? Et comment donc s'assurer que dans 10 ans, nous aurons encore en France une industrie lourde? Merci, chers collègues. Monsieur le Premier Président, 10 questions. 10 questions qui montrent l'intérêt de notre commission pour vos travaux. Donc je vous laisse le soin d'y répondre. Merci, Monsieur le Premier Président. Merci. Je vais essayer de répondre assez rapidement parce qu'en vérité, bon, la Cour des comptes
c'est pas non plus question pour un champion. Je suis venu vous présenter un rapport. On n'a sûrement pas réponse à tout. Certains d'entre vous ont été cherchés assez loin dans le passé, le rapport de 2012 sur le Lyon-Turin ou des rapports de 2016-2017. À l'époque, j'étais, pour ma part, soit ministre des Finances, mais j'en dirai un petit mot, soit commissaire européen et pas premier président de la Cour des comptes, mais j'assume totalement les rapports de la Cour. Et d'autres sont allés chercher assez loin dans le futur et nous ont donné en fait plein d'idées. Non, nous n'avons pas fait de rapport, Madame la députée, sur l'économie circulaire, mais pourquoi pas? Et non, nous n'avons pas fait de rapport sur la fusion CEREMA-ADEME, mais pourquoi pas? Donc il y a encore des choses que nous pouvons faire. Mesurer quand même ce qu'est la Cour des comptes, c'est une entreprise, si je veux dire, à taille humaine. Nous avons quelques 800 magistrats, autant dans les chambres régionales des comptes. Nous produisons quand même, non, moins de magistrats d'ailleurs, 800 au total. Nous produisons quand même 180 rapports par an, 1100 dans les chambres régionales des comptes. C'est une bonne productivité, mais faire beaucoup plus, on ne peut pas être exhaustif, hein, pas un système. Mais néanmoins, je vais essayer de répondre à quelques-unes des questions, ces remarques étant faites. Et quand je dis que vous nous donnez des idées, c'est pas un bas mot, c'est une réalité. D'abord, il y en a un rapport que nous allons faire, et je réponds là à Madame Couturier, c'est le rapport sur l'ONF et la transition écologique. C'est un rapport d'initiative citoyenne, puisque j'ai lancé une plateforme citoyenne qui nous propose des rapports, et nous allons réaliser celui-ci, qui devra être produit dans le courant de cette année, donc naturellement, nous rendrons compte à qui le souhaite. Sur le Lyon-Turin, là pour le coup, je connais bien le rapport de la Cour, parce qu'il se trouve que de l'autre côté, à l'époque j'étais ministre des Finances, donc j'étais de l'autre côté, c'est moi qui l'ai reçu. Il faut mieux réaliser le Lyon-Turin. Il y a aussi quelques raisons de le réaliser, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. C'est comme un engagement très très lointain à l'égard d'un partenaire qui est très important pour nous, l'Italie, qui concerne une région française au moins, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et des millions de personnes quand même. À l'époque, peut-être certains faisaient-ils les mêmes préconisations sur le tunnel sous la Manche, qui s'avère quand même relativement utile. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter ce bébé-là avec l'eau du bain, mais là, je suis sorti de mon rôle. Je rappelais simplement que j'avais reçu ce rapport, et je crois à peu près savoir comment on y avait répondu, c'est-à-dire en continuant, en essayant d'améliorer les choses. Sur la taxe sur les transactions financières, j'ai été interrogé sur ce point. Je connais aussi, là pour le coup, comme commissaire européen, et ministre des Finances, puisque à l'époque, en 2013 d'abord, comme ministre des Finances, puis ensuite comme commissaire européen à la fiscalité, j'avais lancé avec mon homologue, le regretté Wolfgang Schäuble, allemand, un projet de TTF à l'échelle européenne, dans le cadre de ce qu'on appelait une coopération renforcée. Malheureusement, nous n'avons pas pu aboutir, et donc on vit avec une, si j'ose dire, petite TTF française. Mais je suis persuadé pour ma part que quand même la bonne échelle d'action, c'est ce que vous suggérez aussi, c'est au moins l'échelle européenne. Et comment relancer ça dans le contexte actuel, c'est une tâche assez compliquée. Mais néanmoins, après, il faut aussi faire en sorte en effet que les recettes soient maximisées compte tenu des dispositifs qui existent. Mais ça, ce n'est pas non plus quelque chose que nous avons expertisé. Je rappelle que d'ailleurs que la Cour des comptes fait en fait peu de travaux fiscaux, parce que nous avons le Conseil des prélèvements obligatoires, mais la Cour des comptes est plutôt, elle, sur le compte-rendu de la dépense publique à l'égard du citoyen. Sur les stations de montagne, je ne vais pas revenir là-dessus. Je sais que notre rapport a été diversement apprécié. J'ai reçu des réponses par dizaines. Alors ça va des moniteurs de ski aux élus locaux, les associations nationales, des bassins, etc. Je pense qu'en tout cas, ce rapport aura eu un grand mérite que vous ne contesterez pas. C'est qu'en effet, les élus ont déjà conscience de ça. Et ça a accéléré la prise de conscience. Alors, ce n'est pas à nous de faire l'observatoire qui est évoqué. Moi, je souhaite qu'il soit mis en place de manière rapide. Mais c'est au pouvoir public de le faire. Mais dans notre rapport, là je parle du rapport particulier, comme vous le savez, il y a non pas un observatoire, mais une série d'indicateurs qui ont permis de classer. Alors c'est pas non plus absolument irréfutable, ça se discute, les stations de ski. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir contribué à cette prise de conscience. Et d'ailleurs, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, je réponds en partie à ce que disait Madame Brulbois, pour moi il n'y a pas d'opposition, mais on doit combiner le traitement de la dette écologique et de la dette financière. On peut très bien articuler transition écologique et transition économique. Et naturellement, si j'étais un élu d'une station de montagne, je dirais, bon, encore une seconde, monsieur le bourreau, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être conscient qu'il y a un horizon temporel, et pendant cet horizon temporel, adapter son modèle. Sinon, à la fin, on perd des deux côtés.
Et c'est ça la grande difficulté. Et puis, on peut aussi adapter écologie et industrie. Je n'y vois pas non plus de contradiction. C'est vital pour un pays comme la France de conserver une industrie, et pas spécialement lourde, de toute nature, mais c'est une priorité que se fixera la Cour sur les politiques mises en place que de réindustrialiser notre pays, qu'il s'agisse du domaine de la santé, qu'il s'agisse des industries alimentaires, de l'énergie ou de la défense. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait un facteur commun. Madame Rioton, vous m'avez interrogé sur, je n'arrive même plus à me relire, l'économie circulaire, je vous ai répondu. Sur le trait de côte, dans notre rapport, nous préconisons en effet un fonds comparable au vôtre, avec forcément des recettes. Alors nous positionnons plutôt au niveau local, comme vous le savez, mais il peut tout à fait y avoir un débat. Je veux simplement souligner une chose, c'est que nous sommes dans une phase de revue de dépenses, et le Premier ministre m'a demandé de produire 3 revues de dépenses à la Cour des comptes. Une sur l'assurance maladie, une sur les dispositifs de sortie de crise, et la 3e sur les collectivités territoriales. Et moi, je suis très frappé, parce que c'est moi qui préside la formation interjuridiction, là pour le coup, je m'y colle moi-même, par le fait que chacun est tenté de dire oui, ok, on va faire des économies, mais on va nous, ça va, hein, c'est les autres qui doivent les faire. Donc, les collectivités territoriales disent c'est l'État dit c'est la Sécu dit voilà. Il faudra quand même qu'à un moment donné, si on décide de faire des économies, tout le monde s'y met. Alors après, comment positionner? Pour moi, ce qui compte, c'est l'efficacité de la dépense publique, sa qualité. Donc je lirai avec beaucoup d'intérêt le rapport que vous produirez. J'ai répondu, je crois, sur ANCT et ADEME. Sur les cultures céréalières, monsieur le député, non, je pense que là, il y a peut-être un malentendu. Il y a eu le rapport sur les bovins. Je l'ai dit moi-même sur France Inter, le lendemain m'avait surpris. Les rapports, c'est la Cour des comptes qui les produit. Je suis son premier président, je suis son porte-parole. Il y avait certains messages qui étaient, disons, un peu tirés. Il y a un excellent rapport, et puis après une conclusion qui ressemblait trop à une règle de 3. Mais en vérité, vous l'avez dit, les agriculteurs sont les premiers à s'adapter au changement climatique. Donc ils sont conscients eux-mêmes de ce qu'ils doivent faire. Il ne s'agit pas d'avoir, par exemple, une politique d'abattage systématique. Là, cette lecture eût été fâcheuse. Elle était fâcheuse. J'ai essayé de la corriger. En revanche, comment produire de façon à émettre le moins de gaz à effet de serre, ça, c'est une responsabilité collective. Il faut produire de manière qualitative. La qualité de la dépense publique, c'est aussi ça. Sur les céréales, on constate que le secteur qui a été le plus en avant sur l'adaptation au changement climatique. Donc notre rapport public, je vous incite peut-être à le lire d'un peu plus près, il est assez élogieux. C'est plutôt un satisfecit que l'on fait à cette industrie, et nous ne préconisons en rien une réduction de la production nationale. Donc là-dessus, c'est pas du tout la logique de comparaison avec le rapport bovin, si je veux dire, n'est pas du tout le même. Sur la forêt et le gibier, il y a un vrai sujet qu'on peut pas nier. Nous avons fait un rapport citoyen sur le rôle des chasseurs en matière de biodiversité, que nous reconnaissons tout à fait, avec en même temps cette prolifération qu'il faut bien collectivement que nous soyons capables de maîtriser. Donc nous travaillons sur les sujets agricoles avec le souci de mener les adaptations nécessaires, mais de le faire en lien avec les professions agricoles, dans le respect de la nature, et pas du tout dans une logique qui serait hostile à l'agriculture. Ce serait absurde dans un pays comme le nôtre et compte tenu de la qualité de notre écosystème agricole. Enfin, sur le mur d'investissement, j'ai essayé d'y répondre tout à l'heure. C'est bien la question. D'un côté, nous avons une montagne de dettes qui ne cesse de monter. Les 3200, 3600 demain, c'est vertigineux. Ce sont des chiffres qui finissent par être ésotériques pour les Français. Ils sont abstraits. Qu'est-ce que c'est 3200 milliards? C'est juste. Moi, je parle plutôt d'autre chose en général. Je parle de la charge de la dette. Parce que comme gestionnaire de l'État, je l'ai été, comme ministre de l'économie et des finances, c'est ça qu'on traite. On doit la gérer, cette dette. On emprunte quelques 270 milliards d'euros par an. L'agence France Trésor émet. Nous avons de la chance. Cette dette est de qualité. Et donc, ce papier français se vend bien. Ce qui explique que les agences de notation ne nous dégradent pas. Ils ne nous dégradent pas, à la fois parce que nous avons plutôt une bonne gestion de notre dette, parce que le pays est solide, mais aussi parce que nous sommes un pays membre de la zone euro. Mais je vous le dis, à un moment donné, on se heurte, je ne sais pas quand, à une question qui est celle de la confiance. Et attention, il vaut mieux anticiper, parce que le jour où ça vous tombe dessus, ça fait mal. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas continuer à laisser cette montagne croître.
D'autant que vous avez à côté de ça un mur d'investissement. Vous parlez de la politique de l'eau, mais c'est aussi la politique industrielle, c'est la politique de défense, c'est la transition écologique, ça c'est massif, c'est la transition numérique. Tout ça, ce sont des dépenses. C'est le premier président de la Cour des comptes qui vous dit il va falloir dépenser beaucoup plus. Simplement, comment ferons-nous pour dépenser si nous avons cette montagne de dettes? On a tendance à empiler les deux, alors qu'en réalité, il faut un mécanisme de vase communicant. Il faut faire baisser la montagne de dettes pour faire construire le mur d'investissement. Ça, c'est le défi qui nous attend collectivement. Ça fait des années, nous dira-t-on, que nous tirons la sonnette d'alarme. On n'est pas toujours entendu. Je crois qu'on commence à l'être quand même. Et faisons-y attention. Là, je parle, pardon pour une fois, je vais reprendre une parole un peu politique. Nos concitoyens sont maintenant très conscients de ce qui se passe. Depuis assez peu. Mais l'opinion publique a pris conscience de ce danger-là. Et encore une fois, on doit le traiter dans la diversité des convictions qui sont ici. Il y a plusieurs façons de réduire la dette. Elles peuvent provenir de la gauche, de la droite, du centre, d'autres encore. Mais on ne peut pas éviter ce sujet-là. Je ne vois pas de gouvernement, quel qu'il soit, qui puisse mener une politique qui tienne la route avec un tel endettement. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais fêter la semaine prochaine 40 ans de vie publique. Il y a 40 ans, je suis entré dans la haute fonction publique à la Cour des comptes. Ça m'effraie. Je n'ai pas appris grand-chose. Mais quand même, une chose dans le domaine qui est le mien aujourd'hui, la Cour des comptes, c'est que sans bonnes finances publiques, on ne peut pas faire de bonnes politiques publiques. On peut raconter ce qu'on veut, mais là, on vend de la fausse monnaie. Et donc, fatalement, quelles que soient les options qui seront choisies par les Français demain, quelles que soient celles que vous proposerez, ayez quand même ça en tête. Pour faire grandir le mur d'investissement, nous devons diminuer la montagne d'investissement, d'endettement. Et si nous ne le faisons pas, alors nous ne parviendrons pas à faire les investissements nécessaires. Et notre pays décrochera, reculera, sans compter les sanctions qui ne manqueront pas, à un moment donné, de s'abattre sur lui. C'est la raison pour laquelle je suis très tranquille pour vous dire qu'il faut vraiment traiter la question et que nous sommes arrivés, au pied du mur, quand même. Mais ça, c'est un autre sujet, la situation de nos finances publiques, qu'il va nous falloir affronter. Il y a eu des dégradations dans les dernières années, des résultats qui n'ont pas été à la hauteur, une position relative de la France qui recule dans la zone euro, un niveau d'endettement qui est préoccupant dans l'absolu au regard des autres. On ne peut pas se dérober aux choix indispensables qui doivent être faits avec de la volonté politique, du courage et de la pédagogie. Parce que je pense que nos concitoyens là-dessus ne sont pas fous. Si on les explique pourquoi il faut agir et comment, alors à ce moment-là, on peut entraîner. Si on tourne autour du pot, alors à ce moment-là, on va nulle part. Mais je suis loin de mon rapport, pas si loin en fait. Et donc je me tais en vous disant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, que j'ai très heureux de cette premier échange avec vous et que je serai très content de revenir devant vous présenter d'autres rapports si vous m'y invitez, comme je le fais dans d'autres commissions de l'Assemblée, la Commission des finances et des affaires sociales en particulier, mais aussi dans une salle voisine. J'ai par exemple présenté plusieurs rapports sur les Jeux Olympiques à la Commission de l'Éducation et de la Culture. C'est toujours pour moi presque une jouvence, puisque je me souviens toujours que j'ai quand même été élu 3 fois député ici, même si je n'ai pas siégé pendant 3 mandatures, puisque 2 d'entre elles, j'ai été au gouvernement, mais néanmoins, j'ai le plus grand respect pour le Parlement. Et je rappelle que la mission de la Cour des comptes est d'informer le Parlement. Un de mes prédécesseurs, Philippe Seguin, disait que nous sommes à équidistance entre le gouvernement et le Parlement. Je prends autant au sérieux cette mission d'information du Parlement que je prends celle d'information du gouvernement. Et donc, vous me parliez de diligence. Je peux aller plus vite et je peux venir plus souvent. C'est pas loin, même si en ce moment c'est un peu compliqué de franchir la Seine. Ça s'arrangera après les Jeux Olympiques. Alors, merci, Monsieur le Premier Président. Merci pour cette intervention qui, vous l'avez compris, a suscité un intérêt certain. Simplement, chers collègues, une petite annonce pour demain, surtout Madame Rioton, c'est important, puisqu'on va parler d'économie circulaire, puisqu'on se retrouve dans cette même salle pour l'audition de Thierry Guimbaud, président de l'ART, l'autorité de régulation des transports, sur les scénarios de long terme pour le réseau ferroviaire. Ce sera peut-être l'occasion de lui parler d'adaptation au regard de ce qui a été précisé dans le rapport. Et puis, nous entendrons nos collègues Stéphane Delotrette et Véronique Rioton sur la présentation du rapport de la mission d'évaluation de l'impact de la loi AGEC du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire. Merci chers collègues, à demain matin.